Certainement, que nous y reviendrons, bien sûr, c'est prévu effectivement dans la continuité de notre conférence, mais je voudrais quand même clôturer ce volet de l'actualité internationale et de la géopolitique. Mettons de côté, disons, le débat très vif sur, bien sûr, qui a placé Obama en ligne de mire pour être élu, qui l'a préparé, par qui a-t-il été financé. Si nous mettons tous ces éléments de côté, n'y a-t-il pas une énigme justement dans l'approche géostratégique de Barack Obama quand il parle de multilatéralisme? Voilà, la question est posée donc à Alain Soral. Quelle est votre perception? Je dis bien, mis à part le fait qu'il y ait effectivement un faisceau d'éléments qui ne militent pas en faveur de penser que ce monsieur puisse avoir une pensée en propre, c'est-à-dire en tant que chef d'État de la première puissance mondiale. Mais tout de même, on voit bien que il est, disons, dans une ambiguïté qui jusqu'à présent n'a pas encore été tranchée. On l'a bien vu avec le dernier sommet de l'ONU, c'est-à-dire l'Assemblée générale de l'ONU, puisqu'il y a eu, semble-t-il, un clash entre lui et Nicolas Sarkozy avant que les choses ne se remettent en ordre au sommet du G20, à propos de l'Iran, justement, donc, et justement sur la question de l'approche multilatéraliste. Est-ce que vous pensez, Alain Soral, que ce monsieur serait tenté, bien sûr, avec quelques forces qui le soutiennent à l'intérieur de l'administration américaine, et bien sûr là on ne pense pas du tout au secrétariat d'État aux affaires étrangères, c'est-à-dire pas du tout au clan Clinton, Hillary Clinton et compagnie, on penserait plutôt au clan de l'état-major militaire américain qui semble-t-il pousse vers un désengagement militariste et un plus grand engagement politique, d'où le maintien d'ouverture de négociations sérieuses, semble-t-il, avec l'Iran, qu'ils auraient déjà commencé en coulisses avec les États-Unis et qui auraient pris de court en fait l'Europe, qui se manifestent comme étant beaucoup plus velléitaires, et particulièrement la France, on le remarquera, qui soutient la thèse israélienne de la manière dure en quelque sorte. Donc est-ce qu'on peut réellement parler d'un multilatéralisme qui soit fondé sur une approche pragmatique de la part de Barack Obama? Bon, ben là, c'est pareil, revenir un peu en arrière. Il y a eu une extrême brutalité des États-Unis quand ils avaient à leur tête les néoconservateurs. Les Américains intelligents, enfin, les membres de l'oligarchie américaine intelligente ont bien compris et constaté qu'ils n'avaient pas les moyens finalement de ce passage en force. Donc aujourd'hui, Obama représente un clan, je dirais, de gens qui poursuivent les mêmes buts que les néoconservateurs, mais par des moyens un peu moins violents, car ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de cette hyperviolence, notamment parce que le phénomène Poutine est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, que Poutine, qui avait été mis en place par Elstine pour continuer le démantèlement de l'Empire russe et leur laisser les mains libres à la charnière eurasiatique, que Poutine ait remonté un empire russe puissant et qui peut s'opposer à eux, est une des donnes qui ne leur permet plus l'arrogance qu'ils avaient au moment de l'après-11 septembre. Donc en fait, Obama fait partie de ces gens comme Brzezinski ou comme Soros qui poursuivent en fait toujours le même but de domination, mais par d'autres moyens que les néoconservateurs, parce qu'ils pensent que les néoconservateurs vont les amener à l'échec et à la catastrophe. Et c'est dans cette autre vision plus subtile, on va dire, et plus nuancée que la vision néoconservatrice, que aujourd'hui une partie du pouvoir américain prétend qu'il faut arrêter cette agressivité frontale avec l'Iran, un, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et deux, parce qu'il y a d'autres urgences dans la région, notamment l'Afghanistan taliban qui est en train de progressivement prendre le contrôle du Pakistan, ce qui est un problème très important pour les Américains, et que dans le clan Obama, il y a des gens raisonnables, notamment des militaires qui savent la faiblesse de l'armée américaine, justement, et qu'elle aurait du mal à triompher dans la région, pensent qu'ils ne peuvent pas avoir à la fois le front afghan, pakistanais, irakien et iranien en même temps. Mais il y a face à ces gens, je dirais, qui sont obligés, contraints d'être raisonnables à cause de leur faiblesse, c'est ça que je dis, c'est qu'Obama, finalement, a révisé à la baisse les prétentions américaines parce qu'il a constaté la faiblesse américaine. Voilà. Il y a face à ces gens-là un clan beaucoup plus dur qui, à mon avis, est motivé par la défense inconditionnelle et totale d'Israël et qui se fout finalement des intérêts américains parce qu'ils font passer les intérêts d'Israël avant. Et eux, leur problème numéro un, c'est l'Iran.
coûte que coûte. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui s'opposent aux États-Unis à l'agression de l'Iran, ce sont plutôt effectivement les services et l'armée, parce qu'ils savent le danger pour l'Amérique de rentrer dans cette guerre. Alors que les sionistes, eux, se foutent un peu des dégâts produits sur l'Amérique, car leur problème numéro un, effectivement, est Israël. Et on voit très bien, pour prolonger ce raisonnement, qu'aujourd'hui, l'État français, incarné par le sarkozysme, est en pointe et sur la ligne néoconservatrice d'hier américaine, et finalement, les Français se retrouvent aujourd'hui plus sionistes que les Américains, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, les néoconservateurs qui ont un peu perdu le contrôle du pouvoir américain se sont rabattus aujourd'hui sur la France, et qu'aujourd'hui, c'est la France sarkozyste, hein, pas la mienne, qui est en pointe sur ce combat néoconservateur dont le problème principal est la défense inconditionnelle et coûte que coûte d'Israël. Voilà. Donc, pour répondre à vos questions, Obama est un réaliste qui est plutôt dans le clan, je dirais, Soros, qui a compris que l'Amérique n'avait plus les moyens de l'hyper-agressivité qui était celle du projet de redécoupage du monde et du Moyen-Orient des néoconservateurs, et que par réalisme, il ne veut pas aller à l'agression directe et frontale contre l'Iran parce qu'il a analysé avec ses conseillers que ça pouvait être catastrophique pour l'Amérique à terme. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui ces deux clans en Amérique, on va dire des faux cons et des vrais cons, et en réalité, Obama simplement est un réaliste, et effectivement, quand on s'intéresse à tout ça, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si Ahmadinejad peut apparaître aussi déterminé sur son opposition frontale à l'État sioniste, c'est qu'il sait avoir quelques garanties de non-intervention immédiate des États-Unis. Hein. Voilà. C'est un jeu très complexe dans la région, car il ne faut pas oublier, par exemple, que les talibans sont des sunnites très hostiles au chiisme iranien et qu'il y a une rivalité très forte pour les gens qui croient que l'islam est un monde unique et monolithique. Il y a en réalité une très très grande rivalité entre l'Iran chiite et la poussée des talibans sunnites, et que les Américains tiennent compte de cette opposition. Et aujourd'hui, sur le dossier afghan-pakistanais, en réalité, les Américains se retrouvent à avoir des intérêts communs avec les Iraniens. Et je pense que forcément, comme dans toute politique réelle et réaliste, il y a des discussions, et il y a même parfois peut-être des accords ou des pactes de non-agression momentanée, et que c'est dans cette configuration-là qu'on peut comprendre aujourd'hui la position incroyablement, je dirais, courageuse et rebelle du président Ahmadinejad, qui est tout sauf un illuminé, mais quelqu'un qui tient compte du rapport de force et qui le connaît. Merci beaucoup, Alain Soral. C'était très clair. Alors, dernière question concernant donc la géopolitique, et nous passerons ensuite aux questions plus européennes et plus françaises, si vous le permettez. Un petit peu mal à l'aise, Alain Soral. Alors, je voudrais savoir quel est... Oui, justement. Je voudrais... Quel est votre point de vue et votre analyse concernant l'avenir et la place de la France dans ses relations avec les anciennes colonies,